Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Tellement de choses se sont passées depuis sa dernière visite dans nos studios que j'ai vraiment cru bon le réinviter à nouveau avant la pause estivale. Alors, mesdames et messieurs, mon analyste politique, M. Marc Lemay. M. Lemay, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Lemay, on fait toujours cette mise au point-là parce qu'il se passe tellement de mais choses. on n'a plus besoin, là. Ouais, on n'a plus besoin. Je l'ai dit, je l'ai annoncé que je ne serais pas candidat. Donc, c'est réglé. Oubliez ça. Il se passe tellement de choses, Monsieur Lemay, en l'espace de quelques jours ou une semaine, que ce soit politique fédérale ou provinciale. Mais il est bon de dire que cette émission-là, on est aujourd'hui le 11 avril 2012 et que cette émission-là a été enregistrée le 3 avril 2012. C'est ça qui est important. Et parce qu'entre le 3 avril et le 11 avril, il y a une mer. Il y a une grosse semaine. Il y a une grosse semaine où il peut se passer n'importe quoi. Vous avez parfaitement raison. Alors, c'est pour ça qu'il est bon de faire cette mise au point-là. Donc, l'enregistrement est le 3 avril et l'émission passe le 11 avril. Monsieur Lemay, on va débuter avec le sujet de l'heure qui vraiment a été critiqué beaucoup. C'est le budget Flaherty qui était présenté le 29 mars dernier. Dans les grandes lignes, on n'ira pas trop en profondeur, on va parler surtout dans les grandes lignes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un budget d'austérité? Ben, écoutez, le premier budget, rappelons-nous l'année dernière, on se rappellera que ça va faire bientôt un an, qu'il y a eu des élections de 2 mai, que le gouvernement Harper a été réélu majoritaire, et donc il a présenté un premier budget. Son premier budget, on a toujours dit que là, c'était son premier budget, mais moi, en tout cas, il a présenté un budget au mois de juin dernier dans lequel il reprenait tout ce qu'il y avait dans le budget pour lequel il avait été défait. C'est ça, exactement. Alors, donc, il a parce qu'il était majoritaire. Et toutes les coupures qui avaient été annoncées, il les a passées l'année dernière. Donc, on se retrouve cette année avec, entre guillemets, le premier vrai budget conservateur des conservateurs, c'est-à-dire un budget, moi, j'oserais pas dire d'austérité, mais sûrement de lutte au déficit. Quand on voit M. Flaherty, je l'ai écouté son discours et il parlait d'une lutte au déficit qui va s'étendre sur 3 budgets, donc jusqu'en 2015. Comme par malheur, il y aura des élections au mois d'octobre 2015. Alors, c'est un budget de recentralisation, si vous me permettrez. Il va recentrer beaucoup de choses. Il met la hache dans les fonctionnaires fédéraux. Oui, ça, il a une coupure de 19 200 employés. Beaucoup par attrition. Beaucoup par attrition, sauf que moi, ce qui m'inquiète, et dans ce budget-là, c'est qu'on nous dit pas où il va couper. Non, où les 19 000 postes vont être coupés. On sait qu'il va en avoir plusieurs milliers par attrition, sauf que généralement, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires n'ont pas tendance à couper la branche sur laquelle ils sont assis. Non, c'est sûr. Alors là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va encore centraliser encore un peu plus. Et c'est nous autres c'est là que dans les régions rurales, on va perdre beaucoup. Moi, quand je regarde Service Canada à Rouyn-Noranda, le gros édifice Réal Cahouette qu'on voit là, il y a quasiment plus de fonctionnaires là-dedans. Là. Et ça, c'est d'une tristesse. Impôt Canada, on avait beaucoup de services à Rouyn-Noranda, on n'en a plus. Emploi Canada et surtout Assurance Emploi Canada, on avait des services partout en région, il n'y en a presque plus. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, que la demande d'assurance emploi soit traitée à Sherbrooke, à Rimouski, à Matane ou à Gatineau, ça peut avoir un impact considérable si le fonctionnaire il ne sait pas la différence entre Saint-Bruno-de-Guigue, Fabre et Saint-Dominique-du-Rosaire. Ça peut poser un sérieux problème au niveau de l'employabilité de la personne. Mais tout ça, on en arrive à couper ces 19 000 postes-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont dit non là-dessus. Il y a une mesure extrêmement importante. Il coupe dans tous les ministères. Aux environs de 10 %. Ça, on va en venir à ça, monsieur, parce que j'ai ça ici. Bon, mais parlons d'abord des personnes âgées. Oui, aussi, mais avant, j'aimerais ça dire une chose, c'est que dans la campagne électorale du printemps passé, printemps 2011, M. Harper avait dit qu'il y aurait des coupures pour environ 4 milliards. Et un coup qu'il est au pouvoir majoritaire, il nous en met pour 5,2 milliards. C'est les conservateurs. Écoutez, il est majoritaire, il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, jusqu'au 19 octobre 2015. Et c'est bien de valeur, c'est ça que la population a élu et qui endure. Parce que, comme on dit dans notre jargon, on a voté pour.
Alors, on a le gouvernement qu'on mérite. Et vous allez me dire, ben non, nous autres, ici, on a voté. Non. Regardez, on a donné un gouvernement majoritaire. C'est clair qu'en élisant 59 députés du NPD, une cinquantaine de députés plutôt du NPD au Québec, ça en donne 106 à travers le Canada. Donc, ça donne la majorité parce que, écoutez, les libéraux existent presque plus. Et alors, cela étant, et le Bloc, on sait où ce qui est rendu. Alors, je vais vous dire une chose, il peut faire ce qu'il veut. Lui, il a décidé qu'il ferait la lutte au déficit le plus tôt possible pour arriver à l'équilibre budgétaire au plus tard en 2015. En 2015-2016. Alors, il va le faire. Pension de sécurité de vieillesse qui passe de 65 ans à 67 ans. Il y a d'autres gouvernements avant qui en avaient parlé, mais qui ne l'ont jamais fait. Bon, là, on va rester calme avec ça. Je suis très calme, monsieur. Non, mais pas vous, c'est pas vous, ceux qui nous écoutent, là. Oui. C'est une mesure qui n'entrera en vigueur que en 2023. C'est ça, exactement. Alors, là, de 2023 à 2029. C'est ça. On va jouer Donc, ceux qui nous écoutent actuellement, là, puis qui reçoivent déjà leur pension de vieillesse, là, paniquez pas, c'est réglé pour vous. Ceux qui nous écoutent et qui sont nés avant 1958, donc, regardez votre date de naissance, là. Vous êtes né avant 1958. Énervez-vous pas avec ça. Il n'y aura pas de changement pour vous. Où il va y avoir des changements, c'est pour ceux qui sont nés après 1958 et qui, doucement mais sûrement, ça va être reporté de 65 à 67. Le tout réparti jusqu'en 2029. Ça veut dire qu'on va prendre 6 ans, tranquillement, pour s'en venir de passer de 65 ans à 67 ans. Sauf qu'il faut ajouter une légère une légère information, c'est qu'il va y avoir 4 élections fédérales d'ici 2023. Et les libéraux ont déjà annoncé... Ils ont annoncé qu'ils aboliraient tout de suite. Nous autres, si on a le pouvoir, on met ça mais moi, à 65 ans, on laisse ça là. Écoutez, je ne sais pas si je serai là en 2023, puis vous non plus, mais moi, je ferai le pari ici que ça va rester de même. Oui, c'est sûr. Tous les gouvernements en ont parlé, sauf que lui, il le fait. Et voilà. C'est tout simple. Et rappelons-nous les libéraux, ce qu'ils avaient dit après, en 1993, qu'ils aboliraient le contrat des hélicoptères quand ils prenaient le pouvoir. Ça leur a coûté 1 milliard pour abolir le contrat des hélicoptères et on est revenu aux mêmes hélicoptères qui avaient dit qu'ils aboliraient. Donc, les conservateurs font la job de bras que les libéraux n'ont jamais été capables de faire. Monsieur Lemay, est-ce que ces coupures-là, parce que là on va en venir ici, là, les coupures, c'est entre 6,4 et 10 là, dans différents ministères. Avec ces coupures-là, c'est clair que ce sont les provinces qui auront à en payer. Écoutez, si je regarde la structure fédérale, quand j'y applique les coupures annoncées par M. Flaherty, ministère de l'Environnement fédéral, oubliez ça, là. D'ici quelques années, là, ça va être une immense et grosse coquille vide. Écoutez, les fonctionnaires... OK, je vous explique un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le huis clos d'un budget. Le huis clos d'un budget, c'est qu'on enferme tout le monde dans une grande salle, on leur enlève le cellulaire, on leur enlève le BlackBerry, on leur enlève même les ordinateurs pour pas qu'ils soient capables de communiquer. C'est le huis clos complet. Total. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne le grand bouquin. On vous dit, voici le budget que M. Flaherty va annoncer après-midi à 4 heures. Boum! Là, on vous donne 1 heure. Et là, tout le monde lit rapidement. Moi, je le sais parce que j'y ai déjà été comme député fédéral. J'ai déjà assisté à ce huis clos. Alors, généralement, les partis politiques, c'est le représentant au niveau finance. Mais des fois, ils amènent des collègues, comme moi, j'avais l'occasion, parce qu'on savait qu'il y avait des choses qui allaient se présenter sur les affaires autochtones. Cela étant, on regarde. Et là, on analyse. Et là, on pose des questions. Le premier qui s'en vient devant nous, c'est le ministre des Finances. Par la suite, il y a tous les ministres ou les hauts fonctionnaires de chacun des ministères. Quand ils sont arrivés aux représentants de tous les ministères qui allaient subir les coupures lorsque M. Flaherty a présenté, il n'y a pas un fonctionnaire qui était capable de dire où allaient être les coupures. Écoutez, les oiseaux qui étaient là du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, des Ressources naturelles, nommez-les toutes, là, il n'y a personne qui était capable de dire, ben écoutez, on le sait pas, on va voir, on va revenir là-dessus. Alors que, moi, je peux vous dire, et ça, c'est pas juste moi qui le dis,
Tout le monde savait qu'il allait avoir des coupures et où il allait être fait. Pourquoi? Parce qu'il avait fait l'exercice avant et il avait présenté ça. Parce que c'est pas le ministre des Finances qui coupe. Le ministre des Finances, il dit, moi, je dépense plus là-dedans. C'est ça. Toi, le ministre de l'Agriculture, là, tu me diras où tu voudras couper. Et là, c'est lorsqu'on va au dépôt des dépenses que l'on voit. Mais là, le ministre de l'Agriculture est obligé de faire sa job. Et le ministre de l'Environnement est obligé de faire sa job. Il n'a pas voulu le dire. Tout le monde est obligé de faire sa job. Moi, je peux vous dire, c'est clair. Le ministère de l'Environnement, ça va devenir une grosse coquille vide. Le ministère de la Défense va en perdre. Et là, ça a commencé à sortir. Écoutez, on enregistre aujourd'hui. Mais d'ici le 11 avril, vous allez l'avoir su le 11 avril. Mais on remet même en question l'achat des F-35. Vous savez, Mme Moore en a fait son cheval de bataille. Elle était la porte-parole au niveau des dépenses militaires. Elle en a fait son cheval de bataille. Et elle risque d'avoir raison. C'est-à-dire que les gouvernements reviennent et disent, oh, le F-35, là, je pense qu'on n'achètera pas. Je pense qu'on va passer à autre chose. On va réouvrir les appels d'offres. On va recommencer. Et ça, c'est des milliards et des milliards de dollars de moins. Parce qu'il faut le dire, là, Mme Moore, dans ce dossier-là, le défend bec et ongle et elle est au courant de ça. Ah oui, non, écoutez, il faut rendre à César. Absolument. Mme Moore est au courant. Il faut rendre à César. Elle connaît le dossier des dépenses militaires et le dossier des F-35. Il faut être honnête, je l'ai écouté, je l'ai suivi, j'ai suivi ce dossier-là et c'est clair que Mme Moore connaît bien le dossier et le gouvernement, à force de se faire poser des questions, et elle a été une des grandes personnes qui est intervenue à poser des questions, se rend compte, là, oups, on n'a peut-être pas toutes les informations, oups, on s'est peut-être fait avoir par nos propres militaires est-ce qu'ils ont été, en tout cas, peu importe, on verra, mais cela étant, on coupe à la défense, on coupe à l'agriculture, on coupe. Parce que l'agriculture, là, ils vont dépenser plus dans l'Ouest qu'ici. Oui, c'est ça. Parce qu'on va en parler très vitement, là, M. Lemay, si vous me permettez. Défense nationale, 1,1 milliard de coupures, soit 7,4 du budget. Sécurité publique, 688 millions, 10 ça, c'est inquiétant. Budget. C'est très inquiétant. Ça, oui, exactement. Santé, 310 millions. Agriculture, 310 millions, c'est 6,4. Et agriculture, c'est 10 de coupures. Ouais, oui, mais ces coupures-là ne seront pas dans l'Ouest. Ils vont être dans l'Ouest. On n'a pas le choix. Parce que on n'en a pas ici. Ben, c'est ça. L'agriculture au Canada, on ne voit pas souvent. Non. Il faut être honnête. Là, les ressources, aussi, 108 millions, mais ça représente 10 du budget. Et ça, c'est toutes les études environnementales où on dit que on va prendre moins de temps. Donc, le dossier des ressources naturelles. Prenons, par exemple, le pipeline qui va amener le gaz d'Encana. On veut l'amener jusqu'à la frontière de la Colombie-Britannique pour les mettre sur le bateau pour les envoyer de l'autre bord, ou on veut les descendre vers l'Oklahoma et le Minnesota, etc. Là. Alors, toutes ces études environnementales-là, le ministère des Ressources naturelles va dire, là, c'est assez, on en coupe. Ça va prendre moins de temps. Donc, si ça prend moins de temps, ça va coûter moins cher. Je remarque dans le budget, qu'il y a 300 millions qui va être mis pour les affaires autochtones, à savoir les résidences autochtones, l'habitation et l'éducation. Bon, c'est nettement insuffisant, c'est clair, parce que les Autochtones demandent 1 milliard 200 millions. Ils vont en avoir 300 millions. Mais on sent que le sommet autochtone du mois de janvier dernier a porté ses fruits. Est-ce que ça a réglé tous les problèmes? Non, ça c'est clair. Mais quand même, là aussi, il va y avoir des coupures. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'on ne savait pas où allaient être ces coupures-là et qu'on commence là à le voir. Radio-Canada, 110 millions. Oui. Ça va faire mal. Mais ça, le monsieur... oui, beaucoup. Mais à ce moment-là, M. Lemay, est-ce qu'on peut dire que l'on assiste à un virage lent, mais graduel et également, néanmoins, historique de ce qui se passe? Ça veut dire que tous ceux qui étaient là avant, qui ont passé, qui ont été minoritaires ou qui ont été majoritaires, ne se sont pas attaqués au déficit tellement. Mais actuellement, il faut donner, en parenthèse, un peu raison à M. Flaherty et M. Harper qui ont dit, nous autres, on va couper. Sauf que les coupures sont plus drastiques. Oui, mais attendez un peu. Moi, là, j'ai bien de la misère avec votre raisonnement là-dessus. Vous avez le droit. Rappelez-vous, 1993, Jean Chrétien est au pouvoir, il s'attaque au déficit avec un dénommé Paul Martin, ministre des Finances. Ils ont réglé le déficit canadien en l'espace de même pas 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés piger dans la caisse d'assurance-emploi. C'est ça, mais oui. Oui, mais le problème... Oui, mais attendez, ils ont également augmenté la TPS.
l'erreur, et moi je le prétendrai tout le temps que c'est une erreur, les conservateurs ont réduit, rappelons-nous, 2005, 2006, une campagne électorale où les conservateurs ont annoncé qu'ils réduiraient la TPS de 2 points. Oui. Savez-vous comment ça fait, ça, 2 points? OK, je vous ferai pas languir longtemps, c'est 5 milliards par point. Par point, oui. Donc, on perd 10 milliards par année. Oui. Par année, on perd 10 milliards. Je vais vous dire que le déficit, là, il n'y a personne, là, vous ni moi, personne ne s'est rendu compte qu'on avait réduit la TPS de 2 %. Le Québec s'est empressé de la prendre, lui. Oui. Alors, parce que pour le Québec, c'est 1,1 à 1,2 milliards. Mais je vais vous dire une chose, il n'aurait jamais dû, je le dis avec respect pour M. Harper, jamais dû réduire la TPS. Personne s'en est rendu compte, sauf qu'on est retombé en déficit. Oui. Et ça fait mal, et c'est ça qu'il veut régler d'ici 2015. C'est ça. Est-ce qu'à ce rythme-là, il va pouvoir éliminer d'ici 2015-2016 le déficit? Parce qu'il est certainement en meilleure posture avec un déficit de 21,1 milliards au lieu de 31 milliards pour 2012-2013 qui s'en vient. Ah oui, non, c'est clair. À ce moment-là, on gruge, mais à ce moment-là, en 2015-2016, on va arriver au déficit zéro. Il va arriver au déficit zéro en 2015, c'est clair, pas de problème là-dessus. Et moi, je pense qu'autre chose qu'il faut absolument qu'il touche le plus tôt possible, c'est tout. Il y a deux gros dossiers. Bon, il s'est commencé à s'attaquer aux pensions de vieillesse, là. On le sait maintenant. On l'a réglé au début de notre entrevue, mais il va falloir aussi qu'il s'attaque aux pensions, c'est-à-dire les retraites. Et il va falloir absolument. Et ça, je ne l'ai pas vu. En tout cas, il a commencé à en parler un peu, mais moi, je pense que c'est dans le prochain budget. Il faut absolument qu'il s'attaque au déficit des retraites, que ce soit dans les entreprises ou ailleurs, dans la fonction publique. Je pense qu'il y a vraiment là un problème. Il y a beaucoup de monde qui contribue peu pour avoir une pension énorme et pour longtemps. Et on a parlé, rappelons-nous de la dernière fois, notre gouverneur général, là, maintenant, ils viennent dire, ça, c'est la meilleure dans le budget, vous l'avez pas vu. Oui, mais il va être imposé, mais il va avoir une augmentation de salaire. Ça va combler. Ça fera pas mal. Mais c'est juste pour l'image. C'est comme les scènes noires qu'on enlève. On ne parlera pas du gouverneur général, parce que là, je vais faire une montée de puis je veux pas. Mais sauf qu'il va falloir à un moment donné qu'on y pense sérieusement à des pensionnés qui reçoivent énormément et qui payent peu pour en recevoir. Dois-je parler des députés fédéraux? Dois-je parler des sénateurs? Dois-je parler des hauts fonctionnaires? Je peux vous dire que les fonctionnaires en Ottawa reçoivent beaucoup. On a passé vite, Miss Mac. On va juste faire un petit rewind, excusez d'expression, là, mais pas longtemps, OK? Pas longtemps. Miss Mac, vous avez bien compris, là. Hein? Le gouverneur général du Canada va payer à partir de 2013 ses impôts, parce qu'il n'en payait pas. 130 000 $ par année, non imposable. Il mettait ça dans ses poches. Là, il va en payer de l'impôt, mais son salaire va être augmenté. Fait que là, on ferme la parenthèse et on parle d'autres choses. Parce que je voulais être bien certain. Augmenter au prorata de l'impôt. Au prorata de l'impôt. Sur 140 000 $. Je voulais là, vraiment que vous ayez bien compris là, ce petit bout-là qui était vraiment aussi bien important. On a parlé élimination de 19 200 postes d'employés fédéraux, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on va procéder à la réduction de la taille de l'État fédéral. Absolument. Moi, je pense qu'il faut... C'est important de le faire. Ce que Québec n'a jamais été capable de faire. Il va falloir que Québec le fasse aussi. Bien, il n'y aura pas le choix, mais à la place, c'était dans les grands discours de M. Charest, parce qu'on peut faire un parallèle, c'était dans les grands discours, dans les grandes promesses de M. Charest de 2003, si ma mémoire est fidèle, la taille de l'État serait amincie beaucoup, et elle augmente. Mais quand on regarde ça... Au fédéral, est-ce qu'il faut le faire? On commence à le faire. On commence à le faire, puis il aurait fallu... Écoutez, le problème du Québec, c'est toute la péréquation, c'est toutes les sommes d'argent qu'ils reçoivent du fédéral, c'est éminemment complexe, sauf qu'une chose, et ça commence à faire mal au Québec, c'est-à-dire qu'on a vu le budget de M. Bachand, ça donne les 3 secteurs qui reçoivent plus de la moitié du budget provincial, éducation, santé, mais surtout, et ça fait mal, c'est le service de la dette. Mais oui, c'est sûr. Écoutez, là, il va falloir, à un moment donné, là, je pense que le remède de cheval devra être appliqué au Québec également en disant, là, il y a des programmes, on revise tous les programmes,
excusez-moi l'expression, on coupe et on en scrape un paquet. Et il va falloir qu'on le fasse. On n'aura plus le choix, là. Je donne un exemple, juste rapidement, puis je le dis avec respect. Moi, là, des garderies à 7 $, là, j'ai rien contre ça. Mais pourquoi on ne les augmente pas à 8 $, à 9 $, à 10 $? Doucement, là. C'est en France que que l'on y va avec la moyenne du salaire de l'individu. Toi, tu gagnes tel, si tu envoies tes enfants à la garderie, ça ne sera pas... Ça, c'est en francs, mais en tout cas, ça ne sera pas tant, ça va être plus. En euros, ce que le frein pilot. Mais cela étant, je vais vous dire une chose. Moi, je pense qu'on peut peut-être les garder pour tout le monde le même prix, mais qu'on les augmente doucement. Autre chose. Je ne comprends pas, et ça va... On est en pleine, au moment où on se parle, en pleine grève étudiante. Oui. Comment ça se fait que depuis 30 ans, on n'a pas augmenté les frais de scolarité indexés au coût de la vie? Oui. On aurait dû indexer ça n'aurait pas fait mal à personne. Ça n'aurait pas fait mal. Il n'y a personne qui s'en serait rendu compte. Parce que là, on voit ce qui se passe. Et là, regardez, là, on est obligé d'y aller avec un remède de cheval qui n'est pas correct. Puis j'en reviens justement à l'émission en fin de semaine passée, Richard Martineau, qui reste à Outremont. Richard Martineau et son épouse, Michel Durocher, ils sont à l'aise financièrement. Il l'a dit. Puis, lui, il va mener ses enfants à la garderie à 7 $. Il l'a avoué lui-même. C'est pas normal. Non, je le dis. Je suis... Écoutez, le gouvernement fédéral, lui, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire là, écoutez, moi, je me mets une date limite, boum. Sauf que la dette, elle reste là pareil. Oui. Mais il faut absolument qu'on arrête de payer, comme on dit, l'épicerie avec la carte de crédit. Voilà. Alors ça devient urgent. Monsieur Lemay, on va laisser faire le budget, là. On a dit qu'on en parlerait plus que la moitié des émissions, puis c'est bien plus que ça. Ah, là, c'est je voudrais, là, j'ai failli dire quelque chose. La venue de M. Thomas Mulcair à la tête du NPD, bonne chose. Est-ce que c'est vraiment pour garder les acquis du Québec? Non. Moi, je pense que M. Mulcair... Ce n'est pas pour garder les acquis du Québec? Non. Moi, je pense que M. Mulcair va avoir un travail énorme pour garder les acquis du Québec. Il faut absolument... Mais ça nuira pas, là, en ayant le chef chez nous. Écoutez, il faut avoir une vision pan-canadienne du NPD. Oui, c'est sûr, parce qu'on est petit à côté de tout le reste. Absolument. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Tout le monde sait, à travers le Canada, que probablement l'élection du 2 mai 2011 a été un feu de paille, les NPD. Alors, il faut qu'ils consolident les assises. Comment il va faire ça? Le travail de M. Mulcair est extrêmement important quand va arriver Québec versus le reste. À savoir, écoutez, pour le reste du Canada, au NPD, il y a un gouvernement de trop, c'est celui des provinces. On ramène tout à Ottawa, puis on dispatche tranquillement, pas vite, comme un bon père de famille, on donne l'assurance emploi, Alors que pour le Québec, il y a un gouvernement de trop, pas mal, c'est celui du gouvernement fédéral, ramenons tout au Québec et on va commencer, nous, on est capable de gérer ça. Et ça, c'est une position du NPD dans plusieurs dossiers. Alors là, M. Mulcair va être pogné avec ces deux côtés de la médaille où là, il va falloir qu'il manœuvre. Bon, ça, c'est le premier point. À qui fait mal l'arrivée de M. Mulcair? Définitivement au Parti libéral. Ah, c'est sûr. Et définitivement aussi au Bloc. Écoutez, c'est clair que pour le Parti libéral, écoutez, le plus bel exemple, c'était lundi passé. Il fallait voir ça. La première conférence de presse, on appelle ça un scrum. Vous savez, période de questions. Après la période de questions, les ministres, les députés sortent et les chefs de parti vont répondre aux questions. Des journalistes qui sont installés, là, comme on voit ici, avec des caméras, tout ça. Monsieur Bob Ray s'est dépêché à sortir. Ah, c'était drôle. Monsieur Bob Ray s'est dépêché à sortir. Il sort, et toutes les caméras sont devant lui. Dès l'instant où Monsieur Mulcair est sorti, ça a tout tourné sur le côté de M. Mulcair. Et là, M. Barber s'est retrouvé avec 2-3 journalistes. C'est la première fois de sa vie. Ouf! Je pense qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, M. Mulcair, et c'est un excellent, je vais le dire en anglais. C'est un bon débatteur. Un très bon débatteur. Moi, je l'ai vu. Bon j'ai eu l'occasion de le voir à la Chambre des communes. C'est quelqu'un qui est, en plus de ça, il a une façon. Écoutez, pour poser une question, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas comment ça marche la période de questions, on a 35 secondes pour poser la question. 35, pas 36. Non. 36, il se lève. Il pèse sur le piton. Alors, lui, il sait ça. Alors, il se lève, il pose pendant 30 secondes.
Il parle, puis là, il démolit, boum, boum, boum. Il reste 5 secondes pour poser sa question. Qu'entend faire le gouvernement? Boum! Et il a une méthode éprouvée. Non, M. Mulcair, on aura l'occasion d'en reparler sûrement. Oui, sûrement. Oui, mais oui. il a 1 an pour faire ses preuves. C'est clair. Il faut qu'il remonte le parti. Il faut qu'il le ramène un peu plus vers le centre-gauche, mais quand même vers le centre. Oui, oui. S'ils veulent prendre le pouvoir en octobre 2015. Monsieur Lemay, le temps file à vive allure. On a assisté hier à la, je sais pas, la démission de M. Bernard. M. Bernard va terminer son terme de député libéral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, mais seulement qu'il a annoncé ses couleurs en disant qu'il ne se représenterait pas à la prochaine élection. Vous êtes arrivé en studio ce matin en disant que, oups, je ne suis plus certain qu'il n'y aura pas d'élection ce printemps. Est-ce qu'on s'en va vers... D'abord, j'aimerais qu'on parle de M. Bernard. Moi, je pense qu'il faut rendre hommage à Daniel Bernard. Oui, c'est un député. Oui. J'aime pas cette expression-là parce que ça galvaudé. On dit un député d'arrière-ban, un député mais un député qui travaille. Oui. Qui travaillait. Quand tu allais voir Daniel Bernard, moi je le sais, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant 7 ans. Je peux vous dire, oui, il y a eu une période où c'était Mme Moras, mais de 2003, écoutez, j'ai été élu en 2004, donc jusqu'en 2011, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec Daniel Bernard. Je sais qu'il connaissait, qu'il possédait bien ses dossiers. Très bien. Et moi, je le dis avec respect, je pense que sa décision, il l'a prise après la claque dans le visage, et je le dis avec respect, il dira non, mais ça, c'est lui qui vivra avec. Mais quand le projet de loi 14 sur les mines, quand il est arrivé avec sa proposition, puis là, il s'est fait revirer et par son premier ministre et par le ministre des Ressources naturelles. Et là, je pense que ça a fait mal. Oui. Ça l'a aidé à prendre sa décision. Cela étant, c'était un très bon député. Pourquoi je dis qu'on s'en va vers des élections possiblement ce printemps? Parce qu'il y a des changements, là. Premièrement, M. Charest vient d'appeler un conseil national de son parti au mois de mai. Oui. Le PQ a son propre conseil national à la fin d'avril. Et le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue devient maintenant un comté prenable, point, à la ligne, par n'importe qui, là. Et c'est un comté disponible. Et là, il va y avoir une vraie bagarre, si vous me permettez, s'il y a des élections ce printemps. On ne sait pas. On va se laisser probablement là-dessus. Moi, je maintiens que M. Charest aura intérêt à attendre à l'automne, mais c'est M. Charest qui décidera. Mais c'est lui qui décidera. Mais je voulais qu'on rende hommage à un gars qui a travaillé fort. Daniel Bernard, moi, je pense aussi. Il a travaillé très fort pour son comté. Et puis, j'ai eu hier une rencontre téléphonique avec lui. Puis, justement, Daniel est un gars vraiment solide, un gars sincère. Un gars sincère. Un politicien sincère. Il y en a beaucoup de politiciens sincères, mais il y en a aussi qui, entre parenthèses, qui sont, disons, un petit peu moins... qui arrivent avec des agendas cachés. C'est ça, exactement. Alors que lui, c'était... Oui, c'était ça. Alors, Monsieur Lemay, merci. Oui, merci Daniel. Merci beaucoup, M. Lemay. C'est la dernière fois qu'on se rencontre dans cette période-ci. Sûrement qu'à l'automne, on va se revoir. Il va y avoir des changements. Des changements énormes, autant fédéral que provincial. On peut être en pleine campagne électorale, on ne le sait pas. On verra ça. On verra ça. Merci beaucoup, M. Lemay. Bon été à vous. Vous aussi, bon été, bonne santé. Félicitations à vous aussi. Vos réponses étaient toujours très opportune. Ça me fait plaisir. Merci bien. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Merci et bonne semaine à vous.